Bien, bonsoir chers Deauvillaises, chers Deauvillais, ou amis de Deauville. C'est vrai que nous vivons dans un monde de chaos, que ce soit au plan international, où la géopolitique a perdu toute boussole, où les alliances changent en même temps que les gouvernements, ou au gré des conflits. La violence est partout. Les vies humaines ne comptent plus, que ce soit du fait des guerres traditionnelles ou du terrorisme. En France, la violence prend toutes les formes. Une agressivité politique comme jamais vue, du fait des postures et des stratégies de certains. Des émeutes, plus ou moins téléguidées et initiées par ceux qui voudraient transformer la révolte en révolution. La pression urbaine et l'insécurité qui l'accompagne, qui rendent la vie de ceux qui vivent en ville très difficile. Les réseaux sociaux, qui entretiennent les mécontentements souvent et la plupart du temps violemment, phénomène savamment entretenu par les extrêmes politiques. Je ne veux pas ce soir entrer dans l'analyse de chacun de ces sujets, mais je constate que nos compatriotes ont tout de même l'art de se tirer des balles dans le pied. Notre pays a tellement d'atouts, reconnus d'ailleurs par tous les observateurs étrangers et même par les investisseurs, pays d'Europe où les étrangers investissent le plus. Mais au milieu de ce chaos généralisé, la vie continue. Et je me dis parfois que notre territoire est un îlot de bien-être. Notre rôle étant de rendre la vie de tous ceux qui séjournent sur notre territoire de façon permanente ou temporaire la plus agréable possible. Et c'est de cette vie à Deauville dont je veux vous parler ce soir. Je disais donc en commençant que dans ce monde de violence, nous avons ici un sentiment de paix, de vivre ensemble, ce qui me fait souvent parler de la famille deauvillaise. Ce sentiment, il faut le maintenir et nous y travaillons. Nous y travaillons en avançant toujours vers des objectifs renouvelés et avec optimisme. J'adore cette phrase de Guizot, qui est mort il y a exactement 150 ans et qui habitait le pays d'Auge. Il disait que le monde appartient aux optimistes et que les pessimistes ne sont que des spectateurs. Il est vrai qu'à son époque, les pessimistes ne râlaient pas autant que maintenant. Donc Deauville avance avec optimisme et avec audace. Mes prédécesseurs avaient montré le chemin en la matière, en construisant notamment le Centre international de Deauville, ce qui ne manquait vraiment pas d'audace. Et nous avons poursuivi en initiant au fil des ans des équipements, des services, des animations, des événements, ces développements permettant à Deauville de vivre toute l'année du fait de son attractivité. C'est ce qu'il nous faut maintenir, cette qualité de vie, en l'améliorant toujours bien sûr, mais surtout en en assurant le meilleur partage, tout en s'adaptant aux évolutions qui créent de nouvelles nécessités, pour le dire vite, protection de l'environnement, utilisation des nouveaux outils digitaux, réseaux sociaux, intelligence artificielle. Mais la qualité de vie doit rester le maître mot, tant pour nos résidents permanents que pour ceux qui nous visitent. Pour cela, il nous faut une économie prospère, qui satisfasse ses acteurs et qui nous donne les moyens d'investir pour rester compétitif en termes d'attractivité. 3500 habitants, certes, mais 400 commerces. Il faut les faire vivre. Et c'est bien la preuve que ce n'est pas le nombre d'habitants qui compte, mais l'activité. Ainsi, nous avons, sur notre petit territoire, 4 emplois pour un actif. 7 boulangers, 5 bouchers, 5 charcutiers, un nombre incroyable de coiffeurs, d'agences immobilières, de restaurants, etc. Ça vient d'où ? Pas uniquement des démarches individuelles, mais bien d'une politique globale d'attractivité qui fait que Deauville est sur le podium de tous les classements des destinations de villégiature et souvent sur la première marche. Bravo à notre service marketing et communication et bravo à la SPL Deauville. Le développement de notre économie est une préoccupation permanente, comme je viens de le dire, parce qu'il nous permet d'investir sans cesse. Nous le concevons en lien avec tous les principaux acteurs économiques, les hôteliers, les restaurateurs, avec les dirigeants de l'UMI. Un grand merci à Yann France et à Yannick Rebuchon pour leur sens du dialogue. Avec les commerçants et les 2 associations qui les représentent. Merci à Axel Maître, Charlie Brouwer et maintenant Thierry Aubert pour la complicité avec laquelle nous agissons avec les entreprises de toute nature. Et aussi avec les représentants du marché, un fort point d'attractivité qui vous concerne tous. Nous avons voulu le garder en régie. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais ça nous permet d'en maîtriser la rigueur. Et Françoise Homme, qui est à la manœuvre,
avec une nouvelle placière, Farida Yousfi. Il y a de la poigne pour faire respecter les règles, et il en faut sur un marché, tout en étant à l'écoute des professionnels. Le règlement intérieur a été revu, la commission consultative fonctionne, si bien que les commerçants sont devenus proactifs au point de financer eux-mêmes des animations certains jours de marché. Ça, c'est vraiment rare. De même qu'il est envisagé un stand de récolte des produits alimentaires destiné aux associations caritatives. Pour poursuivre avec les nouveautés du marché, après avoir refait intégralement les toilettes publiques qui leur sont mitoyennes, nous entamons avec la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury un travail sur le tri des déchets et avec les forains, un plan d'élimination progressive des sacs plastiques. Avant d'arriver aux informations sur la vie locale et pour rester sur la stratégie qui nous a permis de développer notre activité tout au long de l'année, je voudrais vous dire quelques mots de la vie de nos grands événements qui sont essentiels dans cette stratégie. Les grands événements économiques tout d'abord, les congrès, les séminaires sont en hausse grâce à l'action du CID, du groupe Barrière et des hôtels. Le CID en 2023, c'était 300 jours d'occupation. 2023 a été marqué par le congrès des notaires. Toutes les villes de France se battent pour l'obtenir. C'est un de ceux qui connaissent les plus fortes retombées économiques. Et nous avons en perspective une très grosse opération d'un lancement automobile, c'est confidentiel pour l'instant, et un gros congrès vétérinaire international sur les pathologies équines. Le festival nous a fait peur cette année avant son déroulement. Vous avez tous constaté que les acteurs, les metteurs en scène, etc. étaient en grève et on s'est demandé comment ça allait se passer. Et notre argument, c'était de dire un festival, c'est avant tout des films. Et s'ils viennent des vedettes, c'est la cerise sur le gâteau. Eh bien, nous avons battu notre record de fréquentation avec un festival sans star. Ça va priver dans l'avenir quelques supports de presse de leur titre en disant « un tel n'est pas là ». On parlera surtout des films. 2 festivals de musique qui ne cessent d'élargir leur auditorat. Le premier, j'étais encore maire adjoint à la culture quand il a été créé en 1997, c'était le festival de Pâques. Yves Petit-Devoise, le directeur artistique, est toujours aux manettes. Il reste un formidable détecteur de talent, qu'il en soit remercié. Le Festival du Livre, qui lui aussi ne cesse de grandir, il sera consacré en grande partie cette année à Françoise Sagan, toujours sous la houlette de Philippe Normand, qui a pris sa retraite de directeur culturel, mais qui poursuit son action à nos côtés en ce qui concerne le littéraire. Une grande satisfaction, c'est que le lauréat de notre prix littéraire d'il y a 3 ans a obtenu cette année le prix Goncourt, cette année avec un merveilleux livre que je vous conseille qui s'appelle « Veiller sur elle ». C'est un livre donc de Jean-Baptiste Andréa. Et puis, une fois de plus, nous avons battu le record du prix des ados. Près de 6500 votants pour une affaire littéraire. Mieux que le Goncourt des lycéens. Notre festival photo qui ne cesse de se développer, de gagner en notoriété, au point que le vernissage est devenu un rendez-vous de l'ensemble du monde de la photo. De plus, la part des expositions en plein air se développe et constitue donc un élément d'accessibilité gratuit pour tous. 2023 a vu éclore un nouveau festival de musiques actuelles, United Music of Deauville, le week-end de l'Ascension. Malheureusement, il n'aura pas lieu cette année, mais reviendra peut-être à l'avenir. Citons également, évidemment, les grandes expositions des franciscaines, qui sont des événements par eux-mêmes, mais j'y reviendrai. Les événements sportifs, le triathlon, qui, en dépassant les 10 000 participants, devient le 3e triathlon au monde, après ceux de Londres et de Durban. Le marathon, qui est devenu le 4e en France en peu de temps. Le Lacoste Ladies Open de France, 3e édition en 2024, et les organisateurs nous pressent de conclure la prolongation. Évidemment, le polo en août, que nous souhaitons redéployer en lien avec le groupe Barrière. Sans parler de plus petits événements, mais attractifs, le Paris-Deauville à vélo, les régates du Deauville Yacht Club, les championnats de karaté, le tournoi international de basket en fauteuil, etc. Et sans oublier non plus les grands concours du pôle international du cheval et les 47 journées de courses hippiques très internationales et aux retombées économiques très importantes. Une annonce à vous faire, 4 nouveaux événements en 2024. Sur le sport, le Festival du documentaire sportif. Ça s'appellera Sportdoc, ce sera du 3 au 5 avril, et ça n'existe nulle part ailleurs. Les documentaires sportifs sont absolument magnifiques, et je pense que ce festival sera assez spectaculaire.
Et puis, deuxième événement sportif, une étape du Tour de France à la voile aura lieu à Deauville. Deux événements en culture, l'un qui a été abordé en pointillé par Guillaume, qui sont les jardins de la culture. Ça va être une approche de tout ce qui touche au vert, au jardin, mais avec un angle très culturel. Et la figure de proue de cet événement sera Alain Baraton, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est le jardinier du château de Versailles et qui est un grand journaliste qui touche au jardin sur France Inter. Et puis, en novembre, le Forum Culture franco-chinois, qui est un forum qui alterne en Chine et en France d'une année sur l'autre, et qui aura lieu à Deauville cette année. C'est un forum qui a été organisé par mon ami Jean-Pierre Raffarin et qui, ayant visité les franciscaines, s'est dit « c'est ici qu'il faut installer ce forum franco-chinois ». Et puis c'est les 100 ans des planches, avec un programme qui va s'étaler sur toute l'année. Je vous donne déjà 2 dates. Le 10 février, tout tournera autour de Claude Lelouch. Rendez-vous à 11h sur la place Claude Lelouch, parce que c'est vrai que lui et son cinéma et ce fameux film culte incarnent les planches. Et puis le 5 juillet, ce sera l'anniversaire, le jour même, de la création des planches. 2024, c'est l'année du 60e anniversaire de la reconnaissance de la Chine par le général de Gaulle. Et lorsque je suis allé en Chine pour pouvoir récupérer le forum dont je vous ai parlé, j'ai commencé mon discours en disant 2024, l'année de la Chine à Deauville. Pourquoi? Le 2 mars, nous inaugurons, nous vernissons une exposition sur Zhao Wuqi, un des peintres contemporains les plus importants actuellement, totalement universel. Au mois de juillet, nous allons recevoir 250 athlètes chinois qui viennent passer le mois précédent les JO pour s'entraîner dans nos équipements sportifs. Les événements, évidemment, ce sont des retombées économiques directes, mais ce sont aussi des retombées en termes d'image et de notoriété en France et à l'étranger. L'automne 2022, on a accueilli l'équipe de Chine de taekwondo. Il y avait les athlètes, les accompagnants, ils étaient 70. Ils s'entraînent 3, 4 heures, 5 heures par jour. Le reste du temps, ils faisaient quoi? Ils prenaient des photos qu'ils envoyaient dans toute la Chine avec leur téléphone. Vous voyez que les événements qui se passent ici peuvent avoir des répercussions très loin et très fortes. Et évidemment, en général, les photos de Deauville sont plutôt des photos séduisantes et donnent envie de la découvrir. Donc voilà une économie qui marche et qui nous permet de financer nos investissements, je l'ai dit. Pour la première fois, notre budget dépasse les 50 millions, 35 millions en fonctionnement, 15 millions en investissement. Ainsi, c'est doté d'une structure financière solide que Deauville est entrée dans la crise sanitaire et économique et s'en est bien sorti grâce à l'évolution jusqu'alors favorable des recettes, notamment autres que fiscales, des droits de mutation, de la taxe de séjour, des redevances de stationnement et des dépenses de fonctionnement maîtrisées. Les chiffres 2023, évidemment, ont été impactés par les conséquences de l'inflation et l'explosion du coût des énergies, mais ne remettent pas en cause la capacité à investir en 2024 et dans les années suivantes. Les investissements seront menés sur les projets les plus productifs d'activité économique et de qualité de la vie quotidienne des habitants. Et puisqu'on parle de recettes, il me faut aussi vous parler de l'exploitation de notre patrimoine. Nous voulons d'abord évidemment le protéger et nous resterons chaque année, sous la supervision de Véronique Bournet, des bâtiments et des maisons. Nous le faisons en fonction de la destination que nous voulons donner à ces bâtiments. La plupart du temps pour les mettre en location et créer des recettes de fonctionnement. Recettes propres nécessaires si nous voulons rester raisonnables sur le plan de la fiscalité. Cela s'ajoute au rez-de-chaussée d'immeubles dont nous exigeons des promoteurs qu'ils nous reviennent quand nous maîtrisons le foncier. C'est ainsi que tous les murs des commerces de la presqu'île de la Touques appartiennent à la ville et créent donc des recettes de fonctionnement. Ainsi, les revenus de notre patrimoine représentent-ils 8% de nos recettes de fonctionnement, 2,8 millions. Évidemment, il nous a fallu investir pour cela, mais vous voyez bien que c'est rentable et que ça nous permet de maîtriser la fiscalité. Comme vous le savez, nous avons d'abord voulu protéger notre nom, mais très vite, il nous a fallu exploiter la marque, puisqu'il faut qu'elle vive pour être protégée. Ainsi, notre marque participe-t-elle aujourd'hui à notre rayonnement grâce à de nombreux produits de qualité que nous choisissons. Nous avons près de 100 licenciés. Le plus ancien, c'est Armand Lux, qui a 10 ans maintenant.
Et ces contrats de licence sont évidemment, eux aussi, productifs de recettes. C'est donc cette économie qui marche qui nous permet de financer tout ce que nous faisons pour la vie locale, celle des habitants de Deauville et des environs, politique sociale, logement, enseignement, éducation, culture, sport, santé, sécurité. Commençons par notre politique sociale dont on parle peu mais qui est très forte. Et nombreux sont les Deauvillais qui ont besoin d'être accompagnés. Souvent, l'image n'est pas en lien avec la réalité sociologique de la ville. Les gens qui ont de l'argent, c'est ceux qui nous visitent. Mais ici, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour accueillir ceux qui nous visitent. Et eux ont besoin d'être accompagnés dans beaucoup de cas. Mais le grand projet en matière sociale, c'est la construction de notre pôle social, qui se situera rue de Verdun. Le projet architectural a été arrêté après un concours d'architectes. Cette conception a été partagée avec l'ensemble des acteurs, car il s'agit de rassembler en un même lieu tous les organismes, associations, intervenants médicaux spécialisés dans le psychosocial, services, accompagnant ceux qui sont en difficulté qu'elles soient financières, familiales, psychologiques ou autres. L'étage supérieur de ce pôle social recevra une dizaine de studios destinés à des saisonniers ou à des hébergements d'urgence. Le logement, vous en entendez parler tous les jours, là, il y a une crise nationale du logement effrayante, très lourde. Parmi les causes principales, les familles qui se défont, bien sûr la population qui augmente, le vieillissement qui crée des occupations qui ne sont pas adaptées, et ça on connaît bien ici, et le même phénomène chez nous, mais avec deux causes supplémentaires pour nous. Le prix du foncier et le phénomène Airbnb. On trouve des promoteurs pour les logements sociaux. Évidemment, on leur offre les terrains. Des logements haut de gamme, on vend le foncier. Quand c'est à nous, on le vend cher. Mais ça nous permet de construire d'autres logements précisément. Un manque considérable pour les logements intermédiaires et pour les logements pour saisonniers, ce qui d'ailleurs aggrave les difficultés de recrutement sur notre territoire. Donc notre politique à cet égard, poursuite des constructions de logements sociaux. Je vous rappelle que dans les dernières années, on est passé de 20 à 32% des logements principaux. Et vous avez vu qu'au Coteau, on a inauguré il y a quelques mois 2 nouveaux immeubles. Rue Castor, là c'était un immeuble qui était à moitié accession libre et à moitié logements sociaux. Un programme à venir dans le quartier Boudin, un programme de démolition-reconstruction, et qui nous permet justement d'adapter à chacun des appartements créés des familles ou des habitants qui correspondent à ces appartements. Pour être clair, une des difficultés aujourd'hui, c'est que des familles qui avaient 3, 4, 5 enfants il y a 40 ans, les enfants sont partis, et aujourd'hui, il y a une personne seule ou deux dans un appartement de 5 pièces. C'est compliqué à gérer. Et puis le quartier Jean Jaurès, là on a un gros projet, je vais y revenir. Donc un problème de logements sociaux, un de nos problèmes dans les logements sociaux, alors qu'on donne les terrains, c'est que nous ne maîtrisons pas les attributions. Alors on a décidé de devenir promoteurs nous-mêmes. Rue du Stade, nous allons construire un immeuble, en tout cas on l'a conçu, peut-être qu'on vendra le permis de construire, mais on l'a conçu pour être à la fois en accession à la propriété avec des appartements dits touristiques, c'est-à-dire à 10 000 balles du mètre, et des appartements accessibles à des familles qui veulent s'installer ici pour travailler. Et puis un autre programme, rue Jean Jaurès, de 32 appartements, du locatif, qui sera aussi bien social qu'intermédiaire, ça ne s'ajoutera pas, qu'on attribuera à des familles qui voudront s'installer pour travailler ici. Et au moins, nous maîtriserons 100% des attributions, et il y aura dans cet immeuble, dans ces immeubles, c'est des petits collectifs, dans ce quartier, il ne s'agit pas de faire des tours, hein, et il y aura quelques appartements et des studios pour les saisonniers. C'est une expérimentation que nous lançons, nous poursuivrons si ça marche. Nous finançons ces programmes par la vente d'une autre parcelle, chère, à un promoteur qui, lui, fera de l'hébergement classique, mais ça nous permet, nous, de financer ces programmes. Je vous ai parlé de l'éducation.
J'ai été ravi d'entendre le président de la République l'autre soir dire que l'éducation, c'est l'enseignement, la culture et le sport. Nous, c'est ce qu'on prône depuis des années. Et c'est aussi, nous, ce qu'on met en œuvre depuis longtemps. Une anecdote assez amusante, c'est que si vous avez suivi la conférence de presse, il a annoncé qu'il fallait faire des remises de diplômes. Alors nous, on fait une remise du diplôme du bac depuis des années, et depuis quelques années, on l'a fait en toge et en coiffe. Et à la fin, vous connaissez le mouvement aux États-Unis, on lance la coiffe en l'air, etc. Donc on a une vidéo. Alors j'ai réduit la vidéo à quelques secondes, et je l'ai envoyée au président, par SMS, au Premier ministre et à la ministre de l'Éducation nationale, en disant « on vous assure que ça marche ». Les enseignants et les élèves sont absolument ravis. Et pour ceux qui étaient là au mois de novembre, au mois d'octobre, je ne sais plus quand on l'a fait, c'était un moment absolument extraordinaire. Je me suis fait plaisir. Enseignement et jeunesse. Pour nous, un secteur d'action fondamental animé par Catherine Perchet, Caroline Clémençat, Sébastien Delanoë, toute une équipe, avec beaucoup d'engagement et d'initiative. L'objectif de la politique éducative à Deauville, c'est d'accompagner tous les enfants de la crèche aux études supérieures. On appelle ça l'école du socle. À Deauville, nous construisons un parcours éducatif qui permet de renforcer certaines compétences en particulier, je l'ai dit, autour du sport, de la culture, des cultures et des langues étrangères, du numérique, du développement durable. L'actuel projet éducatif du territoire a été écrit et mis en œuvre à partir de septembre 2021 et il se termine en 2024. L'ensemble des acteurs éducatifs de la ville, écoles, collèges, lycées professionnels, représentants des parents d'élèves, la CAP, les associations sportives se réuniront jusqu'à l'été pour définir le projet politique jusqu'à septembre 2027. Dans notre village de 3500 habitants, nous avons 380 habitants âgés de 2 à 17 ans. Et ce sont chaque jour près de 1500 élèves qui apprennent dans les établissements scolaires de notre commune, dont plus de 1100 élèves qui peuvent habiter jusqu'à 50 km de Deauville. Le conseil municipal des enfants, installé depuis 2022, a déjà pu travailler sur l'aménagement de la cour de l'école, le sport et la communication à développer vis-à-vis des enfants. Les événements avec les familles ont enfin retrouvé un rythme normal, permettant de retrouver tout au long de l'année des moments de partage parents, enfants, enseignants, agents de la ville. Comme je l'ai dit, les 6 prochains mois vont permettre de réaffirmer les axes de notre politique éducative pour les 3 prochaines années. Les enjeux restent forts, continuer à proposer un accès de qualité à tous les élèves, garantir une équité sociale dans l'accès au savoir, au sport, à la culture, et au regard des enjeux démographiques, maintenir sur notre territoire une offre éducative de qualité et de proximité, notre école étant considérée comme l'une des meilleures de Normandie. Après l'enseignement, la culture, je vais faire court tellement j'en parle souvent, mais je réaffirme, c'est l'élément fondamental de l'égalité des chances, c'est l'élément fondamental de l'éducation. Depuis 25 ans, on développe ici toutes les activités culturelles possibles, une pratique permanente. Depuis qu'Anne Dormano m'avait donné un premier budget culturel en 1995, on avait commencé d'ailleurs avec une politique du livre qu'on avait monté avec les profs de lettres de Mauroy, premier festival de musique en 97, etc., etc. Manquait le lieu de rencontre et de partage de la culture, c'était les franciscaines, je ne vais pas y revenir, vous les avez découvertes, tout le monde se les a appropriées, tout le monde y vit plus ou moins, et ça c'est notre grand bonheur, ça marche, 2023, 203 000 visiteurs, 1,8 million de recettes propres. C'est bon à savoir ça, parce que tout le monde se dit « oh là là, ça va coûter une fortune ». C'est vrai que ce n'est pas donné. Mais, comme je l'ai dit, c'est un élément fondamental de l'éducation. C'est un élément fondamental de l'égalité des chances. Ça dépasse largement la dimension purement culturelle. Et donc, je crois que ces investissements que nous avons faits là sont d'une très grande utilité. C'est l'outil de la politique culturelle de la ville, avec une programmation au-delà des grandes expos, une programmation absolument extraordinaire. Il se passe quelque chose de nouveau toutes les semaines. Et il y a un double intérêt, c'est il y a la pratique culturelle de tous ceux qui vivent en permanence sur le territoire, mais c'est devenu un élément d'attractivité. Et alors, une conséquence secondaire à laquelle je n'avais jamais pensé, les résidents secondaires, ils regardent la météo le jeudi soir.
Ils disent, oh là là, il va pleuvoir ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire des mômes? Allez, on reste à Paris. Maintenant, ils viennent, ils casent les gosses aux franciscaines, et ils sont sur notre territoire. Et ça fait marcher notre économie, et on est content. Beaucoup d'activités en lien avec les établissements scolaires, quelques éléments de programmation. Alors, je vais vous donner quand même quelques éléments de programmation dans lesquels il y a des scoops. 2024, vous êtes au courant. 27 janvier, vernissage de l'exposition sur le sport, la beauté du geste. Exposition extraordinaire dont le commissaire est ici, je le salue, c'est Thierry Griel, c'est mon gourou culture. 2 mars, je vous l'ai dit tout à l'heure, vernissage Saobuki. 25 mai, et ça c'est en lien avec le 80e anniversaire du débarquement, 25 mai, vernissage d'une exposition Robert Capa. Capa, vous savez, c'est ce célèbre photographe qui a débarqué avec les Américains et qui a pris des photos assez étonnantes. Et puis 4 juillet, notre expo d'été sur le japonisme en lien avec l'impressionnisme. Les scoops, c'est pour 2025. Printemps, expo photo Salgado. Ceux qui aiment la photo et qui connaissent, c'est absolument magnifique. Et l'été, ce sera une expo sur la mer, dont je pense qu'elle sera assez extraordinaire, parce que le commissaire, c'est Jean Deloisy, qui a dirigé pendant des années le Palais de Tokyo et l'École des Beaux-Arts à Paris, et qui est un homme d'art contemporain absolument exceptionnel. Et puis le plus gros scoop, c'est pour 26 et 27. On a fait découvrir les franciscaines à tous les dirigeants des grandes institutions culturelles françaises. Tous les présidents des musées sont venus, y compris celui du Centre Pompidou. Et il est tombé complètement ébahi devant les franciscaines. Et Beaubourg ferme pendant 5 ans, de 2025 à 2030. Et on a négocié 2 expositions de Beaubourg aux franciscaines. Ce n'est pas des prêts, c'est une exposition de Beaubourg aux franciscaines. Voilà, c'est pas fini. Il y a le sport, auquel évidemment il faut consacrer un peu de développement, compte tenu du fait qu'on est dans une année olympique. C'est un élément majeur de l'éducation. Je vais essayer de dire vite et de sauter quelques lignes. Vous le savez, pourquoi est-ce que je dis toujours que c'est un élément fondamental de l'éducation? C'est parce que c'est le lieu principal actuellement de transmission des valeurs. Dans le sport, les valeurs, c'est l'effort, c'est la discipline, c'est le dépassement de soi, c'est le collectif, c'est le respect de l'autre, c'est la gestion de la victoire, la gestion de la défaite. Autant de valeurs qui permettent de vivre en communauté. Cela s'ajoute évidemment à l'immense importance du sport pour la santé. Ce n'est pas que celle qui va me contredire. Donc la ville de Deauville s'est engagée dans le développement du sport depuis de nombreuses années, et en 20 ans, on a développé un service dédié, un accompagnement très fort des associations sportives qui existaient évidemment bien avant, des équipements sportifs, des parcours sportifs éducatifs, un événementiel sportif. On a accueilli de nombreux sportifs et des équipes nationales et internationales qui se sont préparés et entraînés et qui ont même obtenu des médailles en se préparant à Deauville. Pour notre ville de 3500 habitants, le sport au quotidien pour les habitants, c'est une dizaine d'équipements sportifs. Ça fait 300 hectares, hein, je vous rappelle la ville. Une vingtaine de disciplines sportives différentes, 3000 usagers hebdomadaires, 1500 scolaires, 1500 adhérents, 800 habitants d'Auvillais qui détiennent une licence, sur les 3005, et quand on connaît la pyramide des âges, c'est vraiment bien. Et ce sont plus de 5000 créneaux sportifs à l'année qui sont gérés par notre équipe. 4700 heures dans l'année. Pour nos scolaires, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une priorité. La piscine, parce qu'avant de vous parler de l'année olympique, quelques mots de notre piscine qui incarne précisément le sport santé. Elle fait partie de notre patrimoine, mais alors, elle coûte une fortune de fonctionnement. Bon, enfin, c'est vrai partout, ça. La piscine, c'est cher. Et alors, évidemment, ça s'est aggravé avec la poussée des coûts de l'énergie, comme vous savez. Et c'est piscine olympique d'eau de mer, nettoyage 2 fois par an, fermeture. Alors, on a fermé pour des raisons d'économie, vous le savez, vous avez suffisamment râlé pendant l'hiver 22-23. Enfin, vous avez râlé, mais on a économisé 300 000 €. Bon.
Les MNS ont fait des activités terrestres pendant ce temps-là, donc ceux qui font ça pour la santé n'étaient pas perdants. Et compte tenu précisément de cette découverte de ce qu'elle coûtait en matière d'énergie, on s'est dit il faut qu'on fasse des investissements. Et là, on a fermé trois mois là, pour pouvoir changer tous les vitrages qui vont nous faire des économies colossales dans l'avenir. Réouverture le 11 mars. Quelques mots sur la sécurité. On en aura besoin en 2024. Les JO vont s'approprier nos renforts d'été, nos renforts habituels. Et j'espère que nous pourrons faire face. D'autant que, quand vous parlez aujourd'hui avec des Parisiens, ils vous expliquent tous qu'ils vont foutre le camp de Paris pendant tous les JO. Donc tous nos résidents secondaires parisiens vont se pointer. Alors vous me direz, pendant ce temps-là, il n'y aura pas de cambriolage, ils seront chez eux. Mais, quand même, ça fait du monde. Ça fait du monde dans la rue, sur la plage, dans les commerces, etc. Donc là, on a un vrai sujet. Monsieur le préfet, ça ne va pas arranger vos journées, vos soirées et vos nuits, mais on a un vrai sujet sur la sécurité. Je ne sais pas tout à fait où on en est avec les CRS-MNS, parce qu'à un moment donné, on a eu un petit espoir que cela ne serait pas retiré, mais je crois qu'on y passera quand même. Donc voilà, ça va être un sujet. Quelques mots de nos satellites avant de conclure. Le Centre international de Deauville, le CID, qui est une société d'économie mixte, qui fonctionne particulièrement bien en attirant de nombreuses grandes manifestations qui font vivre notre économie, et cela sans jamais être en déficit. C'est une performance pour un palais des congrès, c'est relativement rare. Même chose pour le pôle international du cheval, une autre société d'économie mixte qui ne cesse de développer ses activités, 90 jours de concours par an, vous vous rendez compte? 90 jours de concours par an qui attirent une clientèle qui dépense dans nos restaurants, dans nos hôtels, dans nos commerces. Ça fait tourner l'économie et ça marche. Et il reste quand même ambitieux, notre Franck Lemestre. Investissement, on va refaire le resto, il veut des box supplémentaires. On va créer des summer camps avec la Chine, bon, parce que ça leur permettra de sortir de chez eux. Voilà, donc merci à Franck et à toute son équipe dynamique. Les franciscaines, je ne vais pas revenir sur les franciscaines une fois de plus, alors là c'est un établissement public, c'est un peu différent, j'en parle tellement souvent que je ne vais pas développer, mais les résultats sont bons, je vous l'ai dit, la programmation de plus en plus attractive, et c'est un bonheur. Et deux nouveautés aux franciscaines, elles vont accueillir des séminaires de l'ESSEC, d'une part, et d'un institut de formation au métier de la transition énergétique qui s'appelle Terra Academia, d'autre part, et qui préfigure toutes ces choses-là, notre projet de campus dont je vous parlerai bientôt. Donc bravo à Caroline et félicitations à toute cette équipe. Enfin, pour finir, un satellite partagé, la SPL Deauville. Elle nous permet de mutualiser de nombreux moyens pour promouvoir notre territoire en valorisant la diversité de notre offre touristique due aux spécificités des différentes communes. Deauville aurait très bien pu rester seule au regard de la loi NOTRe, mais Deauville a décidé de faire partager sa force en matière d'attractivité, ce qui semble convenir à 10 des 12 communes qui composent notre intercommunalité. Merci à Thierry Bottard et aux équipes qui gèrent 6 bureaux touristiques répartis sur le territoire et qui organisent avec succès la promotion de ce territoire sous toutes ses formes et dans de très nombreux pays. Enfin, je voudrais conclure en rendant hommage à tous nos agents. L'équipe deauvillaise, c'est environ 260 agents, accompagnés l'été par des dizaines de saisonniers. C'est une vraie famille, et ce n'est pas un mot en l'air. Nos agents sont motivés parce qu'ils aiment la ville, probablement parce qu'il y a un projet de ville, comme il y a des projets d'entreprise. Regardez ces illuminations de Noël que tout le monde trouve formidables. C'est entièrement fait maison. Entièrement, c'est notre ferronnier qui fait les chevaux, c'est nos électriciens qui les illuminent, c'est les hommes de voirie qui les posent, etc. Et chaque année avec un peu plus d'imagination. Constatez la propreté de la ville et son fleurissement qui épate tous nos visiteurs. Vous le savez, j'ai toujours pensé que l'on ne travaille jamais aussi bien que dans le confort, donc dans des locaux adaptés. C'est pourquoi nous reconstruisons intégralement les locaux des services techniques. C'est un investissement de 5 millions que nous allons étaler sur 3 ans. Et je vais vous confier une chose, c'est que le problème qui me pèse le plus, c'est l'impossibilité que nous avons dans la fonction publique de la reconnaissance salariale. C'est vraiment pas le règne de la méritocratie. Et une fois que nous avons mis en œuvre
tous les régimes indemnitaires possibles, participer largement au financement des mutuelles, de la prévoyance, ce que nous faisons, que faire? Alors cette année, je me suis réjoui de la décision gouvernementale qui nous a offert la possibilité de la prime au pouvoir d'achat, que nous allons donner au taux maximum à tous ceux qui y ont droit. Ce sont ceux qui assurent votre qualité de vie. Vous pouvez les applaudir. Sachez aussi que nous sommes attachés à leur formation. En 2023, 1249 jours de formation, soit 5 jours par agent. Et le problème qui reste entier et qui est partagé par toutes les collectivités actuellement, c'est celui de la difficulté de recrutement. Difficulté de plus en plus aiguë et à laquelle je ne vois pas d'autre solution que de libérer les salaires dans la fonction publique. En tout cas, à tous, du DGS et son équipe de direction générale, à tous les agents de tous les services, j'adresse les remerciements de tous les élus, et je présume de tous les Deauvillais, pour leur engagement au service de la ville. Je leur souhaite une belle et heureuse année et souhaite également que nous continuions à travailler ensemble avec ce formidable esprit d'équipe qui se traduit dans les échanges qui ont lieu au sein du comité technique que préside Philippe Béhuet, qui est en charge des questions concernant le personnel municipal et qui mène tout ça avec la directrice générale adjointe Sandra Ousselin. Enfin, et pour revenir au tout début de mon propos sur la crise, dans un monde en feu, dans un monde de pauvres, y compris dans les plus grands pays comme les États-Unis, qui n'ont pas notre système de couverture sociale, prenons conscience de notre qualité de vie, protégée, même s'il reste beaucoup à faire, ce que nous essayons de travailler ici. Soyons moins exigeants et plus responsables. À vous tous qui vivez Deauville, qui aimez notre ville, qui, comme nous, en êtes fiers, j'adresse mes vœux les plus sincères pour que cette année 2024 vous garde en bonne santé et vous apporte succès, joie, bonheur à partager avec tous ceux que vous aimez. Je vous souhaite tout simplement une belle et heureuse année, ponctuée de nombreux petits bonheurs quotidiens. C'est un terme que j'ai volé à Anne Dornano. Bonne année à tous. Alors, vous savez que chaque année, on met à l'honneur des actifs de la ville et qui se sont manifestés avec brio. C'est l'occasion donc de mettre en visibilité des hommes et des femmes qui souvent sont dans l'ombre et qui pour autant accomplissent des actes qui méritent notre reconnaissance. Cette année, on met à l'honneur l'AGD Handball. Cette mise à l'honneur est relative à son label d'or obtenu par son école de hand, reconduit depuis 2019. Cette année, le club a reçu le label or de la fédération avec 8 labels sur 9 possibles, ce qui en fait un des clubs les plus labellisés en France. Seulement 2 clubs ont obtenu les 9. Il est extraordinaire. Et quel âge t'as maintenant 93. 93. Et alors, il est toujours à l'entraînement, il surveille ses pongistes, il les a emmenés au plus haut niveau, notamment la fille de mon premier adjoint, Camille, qui a été top au niveau national. Mon Pierrot, t'es un mec formidable. Et alors, les soirées de la GD, il est DJ. C'est lui le DJ des soirées de la GD. Bravo ça. Je te remets la médaille de la ville. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la flamme paralympique va s'arrêter à Deauville le 26 août et la ville de Deauville pouvait désigner 2 porteurs de la flamme. Donc, alors je commence par Pierre, parce que comme ça il pourra aller se rasseoir. Donc il a commencé le sport, oui c'est en 43, dis donc que tu as commencé, tu te rends compte? Bon, voilà, et il va nous porter la flamme. Ça vient d'où, Philippe? D'Angleterre. Oui, mais avant Deauville, c'est où? Saint-Malo. Donc voilà, tu vas nous faire un petit parcours et tu vas nous porter la flamme paralympique. Et puis j'appelle Sacha. Où est-ce qu'il est, Sacha? Alors Sacha,
c'est un malade de sport. Il s'est chopé un handicap quand il était bébé, hein, c'est ça. Et ça ne lui a rien enlevé de sa niaque, de sa volonté, de sa combativité, comme il a dit Pierre tout à l'heure. Et en fait, après, il a essayé le football, il a essayé le tennis, mais sa vraie passion, c'est l'athlétisme. Hein. Et dis-nous quelle discipline tu aimes. Ah non, moi je le sais. 200 mètres et... Il est 100 mètres. Voilà, 100 mètres et 200 mètres. Et il va être un des porteurs de cette flamme. Il est premier élève en dit de la section Sport Excellence du lycée Jean Rostand. Il rêve des Jeux paralympiques. Et alors, attendez, il prépare Los Angeles en 28. Ok, merci. Et alors, la ville avait à désigner 2 porteurs, comme je vous l'ai dit, et le conseil départemental avait aussi à désigner 2 porteurs. Et comme on n'est pas sectaire, on va quand même faire monter l'un des porteurs du conseil départemental. C'est une porteuse nommée par le conseil départemental, Anne Dorlano. Alors attendez, je ne vais pas vous la présenter, je ne pense pas qu'il y ait besoin, mais quand j'ai vu qu'elle portait la flamme pour le sport, ça m'a fait sourire. Je suppose qu'ils l'ont choisie parce qu'elle avait beaucoup aidé le sport quand elle était présidente du conseil départemental en donnant des subventions. Parce que moi, je me rappelle d'un moment assez joyeux où quelqu'un lui dit « Non mais Anne, comment vous faites pour être dans cette forme ?» Et elle répondit, à l'instar d'une grande vedette mondiale, « No sport ».